Alors, la Commission reprend ses travaux. On est prêt de recevoir notre prochain témoin, David Roy, qui est chercheur à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous avez 20 minutes, droit de parole, Monsieur Roy, suivi par une période d'échange avec les membres de la Commission. Bienvenue. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'avoir été invité à m'adresser aux membres de cette commission. Cet honneur, je veux souligner quand même, je le dois en grande partie à ce que j'ai appris au cours des 30 dernières années auprès des médecins, des infirmières, des professionnels de la santé, des mourants et leurs familles, sur les multiples façons de mourir avec dignité et aussi sur les façons de mourir sans dignité. Je viens d'une université très importante, c'est l'université de la chevet des malades. C'est la seule raison que j'ai eu aucune légitimité de m'adresser à vous aujourd'hui. J'ai 4 sections pour cette présentation, si je ne me trompe pas, de 20 minutes, et 3 points que je veux souligner au début. Premièrement, la mort dans la dignité demeurera un concept et presque purement un concept, tant et aussi longtemps que certaines conditions nécessaires ne seront remplies. Deuxième point que je veux souligner. Selon un principe largement accepté de nos jours, il n'est plus nécessaire, et il est même quelquefois nuisible, de recourir aux technologies de prolongation de vie de façon agressive afin de prolonger la vie par tous les moyens et à tout prix jusqu'au dernier moment, alors que biologiquement, le corps du mourant ne réagit plus au traitement. C'est un argument fallacieux d'avancer sous le couvert de l'éthique que l'on doit astreindre les personnes en phase terminale à subir cette invasion technologique de leur corps, surtout si la vie ainsi prolongée n'est que légèrement supportable et définitivement misérable. Troisième point que je veux souligner tout au début, il faut le dire haut et fort et même l'amplifier. Les médecins ne devraient pas être forcés ni par la loi, ni par la morale, ni par la crainte de poursuite, de se tenir impuissants, les mains liées face à la douleur, prescrivant juste assez et souvent trop peu parmi les thérapies médicamenteuses dont ils disposent pour apporter la paix et soulager les douleurs des mourants. C'est un faux raisonnement éthique que de confondre l'administration des médicaments pour contrôler la douleur intense chez les personnes agonisantes, de confondre cette administration de médicaments avec l'euthanasie, c'est-à-dire avec l'administration des médicaments destinés à provoquer la mort. Le premier chapitre que j'aborde assez rapidement, quelques conditions essentielles pour permettre un mort dans la dignité. Première condition. Mourir dans la dignité signifie, au moins, de mourir en l'absence d'un acharnement technique dont on ne peut tirer que quelques minutes ou quelques heures de plus de vie biologique, alors que ce qui importe vraiment est de permettre aux patients de vivre ces derniers moments aussi pleinement, consciemment que possible.
Aider les gens à mourir dans la dignité, c'est reconnaître que la vie biologique ne constitue pas une valeur absolue. C'est également reconnaître qu'il arrive un moment où tenter de prolonger la vie biologique par le recours à la technologie risque d'empiéter sur les valeurs personnelles plus importantes et qu'on devrait alors se tourner vers d'autres formes de soins. Deuxième condition essentielle, mourir dans la dignité signifie mourir sans cette douleur déchirante, torturante qui paralyse la conscience et empêche la personne de porter attention à qui ou à quoi que ce soit d'autre. Il existe aujourd'hui des méthodes qui permettent de maîtriser la douleur, tout en maintenant le patient conscient. Pourtant, l'écart demeure toujours aussi grand entre ce qu'on peut faire et ce qu'on fait dans la réalité. Il y a encore beaucoup de patients qui souffrent à un point tel que la douleur domine entièrement leur dernier moment. Leur conscience se recroqueville autour de cette souffrance et cette expérience totalement dégradante qui aurait pu être évitée ne l'est pas, soit par ignorance, soit par l'indifférence. Le deuxième chapitre de cette présentation. L'euthanasie, premièrement, une définition et deuxièmement, 3 distinctions essentielles. Une définition. Nombre de personnes ont réfléchi, écrit et proposé une législation au sujet de l'euthanasie au cours des dernières années. Cependant, la discussion est embrouillée par différentes significations, souvent conflictuelles, que l'on accorde au mot l'euthanasie. Si on dit l'euthanasie, mais qu'on veut dire autre chose, alors on ne pourra faire avancer la discussion et on défendra avec ardeur une voie d'issue comme étant la seule voie appropriée. On pourrait éviter une large part de confusion dans les discussions sur l'acceptabilité éthique de l'euthanasie et sur sa légalisation si le terme était reconnu comme signifiant mettre délibérément un terme à la vie d'une personne atteinte d'une maladie progressive et incurable, conduisant inexorablement à la mort. L'euthanasie signifie mettre fin à la vie d'une personne mourante. L'euthanasie veut dire administration de la mort. Je laisse à côté toutes les questions d'intention. Deuxièmement maintenant, 3 distinctions. L'euthanasie ne devrait pas être confondue avec l'arrêt des traitements. Un élément central entourant la controverse sur l'euthanasie est attribuable aux facteurs suivants. Certaines reconnaissent, et d'autres pas, qu'il y a une distinction éthique pertinente entre l'euthanasie, l'abstention de traitement et la cessation des traitements de prolongation de vie. Je soutiens que cette distinction est cliniquement, éthiquement, légalement justifiable et doit être maintenue. La distinction entre l'euthanasie et l'arrêt de traitement de prolongation de vie et la restriction du mot l'euthanasie au fait de donner la mort délibérément ne signifie pas nécessairement, un point que j'aimerais souligner, ne signifie pas nécessairement que tous les gestes posés sous le couvert de cessation de traitement de fin de vie pour permettre aux gens de mourir ne sont pas éthiquement et légalement des gestes répréhensibles. Il se peut même que l'abstention de traitement de prolongation de vie pour les personnes qui ne devraient pas mourir ou encore qui ne sont pas prêtes à mourir soit également injustifiable au point de vue éthique et peut-être même au point de vue criminel et au point de vue légal. Tout geste visant à restreindre les traitements de prolongation de vie
ou encore de les discontinuer devra être évalué d'un point de vue éthique selon ses mérites et en toute objectivité. Quand même, on ne doit pas confondre cette interruption ou cet arrêt de traitement de prolongation de vie avec l'euthanasie. Deuxième distinction. Donner les analgésiques et les opiacés, ce n'est pas donner la mort. Les patients ont un droit de demander au médecin que l'on utilise tous les moyens proportionnés disponibles pour soulager les souffrances provoquées par la douleur impitoyable et les symptômes de la maladie, et les médecins ont l'obligation, de par leur serment, de par leur profession et leur mission, de soulager les mourants. L'administration de traitements par association médicamenteuse et le schéma posologique nécessaire pour contrôler efficacement la souffrance des mourants est un acte qui est logiquement, cliniquement et éthiquement totalement différent de l'acte de donner la mort. Les patients ne devraient jamais en être rendus à supplier pour qu'on les soulage parce que le médecin est rempli de crainte à l'idée d'être poursuivi. Les craintes, dans une certaine mesure, peuvent être justifiables en raison de nos lois désuètes. Ces lois devraient être révisées et mises à jour, telles qu'elles avaient été si intelligemment proposées par la Commission de réforme du droit du Canada en 1983. Je reviens à ce point un peu plus tard. Troisième distinction. Cette distinction maintenant encore très controversée. La sédation pour soulager la douleur ou l'angoisse existentielle n'est pas de l'euthanasie. Si l'anxiété, la dépression et la souffrance existentielle se montrent réfractaires à toute forme de contrôle de la douleur que maintient le patient conscient, alors il est éthiquement justifiable d'utiliser la sédation profonde. Pour certains, quand même, le contrôle de la douleur est une valeur beaucoup plus importante que le maintien de conscience dans une situation où tous les autres éléments de contrôle de la souffrance sont la souffrance est réfractaire et ces éléments de contrôle ne fonctionnent plus. La distinction entre l'euthanasie et le sommeil profond ou la somnolence est du point de vue clinique, éthique, vraie et essentielle. Certaines personnes doivent dormir avant de mourir et doivent mourir dans leur sommeil. Et les perceptions conflictuelles, à savoir s'il y a vraiment une distinction entre l'euthanasie et la sédation profonde, ne devraient jamais entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de répondre à la souffrance du mourant. Le troisième chapitre est une argumentation que nous devons être très, très prudents devant les propos de légaliser l'euthanasie comme définie, une administration de la mort aux personnes qui sont mourantes. L'euthanasie ne devrait pas être légalisée. Dans les propositions de la majorité des personnes qui favorisent la légalisation de l'euthanasie, il y a une reconnaissance de la nécessité d'établir des procédures et des clauses de sauvegarde. Certaines croient que si l'euthanasie n'est pas légalisée, elle se fera clandestinement, sans supervision légale adéquate et sans contrôle, de sorte qu'il y aura des abus. Cependant, on croit également qu'il y a lieu d'adopter les mesures de protection pratiques, efficaces, faciles à gérer, afin que la bureaucratie ne vienne pas compliquer les derniers jours de ceux qui demandent l'euthanasie. De plus, on est d'avis que ces mesures
seront aptes à prévenir la plupart des catégories d'abus dans le cas que l'euthanasie sera légalisée, et même peut-être les formes d'abus, même si ce n'est pas toutes les formes d'abus de toutes les différentes catégories. Mais c'est quoi une catégorie d'abus? Les exemples les plus souvent mentionnés ont trait aux différentes catégories d'euthanasie non volontaire, l'euthanasie de patients n'ayant pas consenti à leur mort prochaine ou ne pouvant y consentir, ou encore l'euthanasie de patients ayant été soumis à différentes formes de pression et de manipulation. On peut avancer que les lois et les clauses de protection pourront être efficaces, peut-être, pour prévenir les abus, mais elles ne seront qu'en autant que certaines formes d'euthanasie seront toujours considérées comme les abus. Mais ça, ce n'est pas nécessairement vrai. La base, les fondements de la plupart des arguments et même des projets de loi pour légaliser l'euthanasie sont basés sur un nombre d'hypothèses. Et pour moi, c'est l'accumulation de ces hypothèses qui favorise l'euthanasie que l'on doit s'opposer. Ces hypothèses sont, à mon avis, des illusions. Je nomme 7, sans avoir le temps d'aller en détail sur les 7. La première illusion, à mon avis, c'est que si nous légalisons l'euthanasie volontaire, que l'euthanasie restera restreinte à ceux qui sont connaissants et qui donnent leur consentement. Mais c'est hautement douteux que si nous acceptons légalement et socialement et éthiquement l'euthanasie de notre société, que ça restera restreinte à l'euthanasie volontaire. Aucune loi permettant l'euthanasie volontaire ne pourrait, même à travers un ensemble complexe de règlements, de protéger les personnes conscientes et vulnérables contre les manipulations subtiles de proches, leur faisant miroiter l'idée qu'il est socialement acceptable maintenant de demander l'euthanasie, alors que ces personnes souhaiteraient plutôt vivre et être aimées et être embrassées. On devrait prêter une attention toute particulière aux personnes très âgées, aux personnes souffrant de différentes sortes de démence, pas seulement la démence de type Alzheimer. Portez très attention à la crainte, souvent exprimée par ces personnes très âgées et dépendantes, une crainte de devenir un fardeau pour les autres, pour les membres de leur famille. Cette crainte est souvent rapportée comme étant une des raisons les plus importantes que des personnes invoquent pour appuyer la légalisation de l'euthanasie. Deuxième illusion, que l'euthanasie sera jamais donnée aux personnes qui ne peuvent pas donner leur consentement. Mais je souligne qu'il serait naïf de s'imaginer que les barrières sociales ne s'écrouleraient pas dans une société qui légalisait l'euthanasie sur la base de compassion. Ne devrait-on pas alors élargir le concept de compassion et y englober également ceux qui, aux yeux de plusieurs, endurent l'indignité des désordres mentaux profonds et des handicaps physiques, et ce même s'ils ne souffrent pas et ne peuvent demander l'euthanasie. L'avancement dans les Pays-Bas, avec le protocole de Groningen, qui ouvre la porte pour donner l'euthanasie aux nouveau-nés, aux très jeunes, qui souffrent ou qui sont affligés avec un nombre de handicaps profonds, doivent nous inciter à réfléchir soigneusement. L'euthanasie, il y a des moments, des personnes disent, est absolument nécessaire de soulager les personnes dans leur agonie et nous-mêmes.
il est illusoire quand même de penser que l'euthanasie ou le suicide assisté apportera nécessairement au patient un mort douce, tranquille et impeccable, et le délivrera de ses douleurs. Dans un nombre d'études, là où le suicide assisté est pratiqué et où l'euthanasie est pratiquée, il y a un nombre de complications incroyablement tragiques qui a compliqué un mort qui aurait dû être tranquille et est devenu incroyablement complexe. Tout aussi illusoire, à mon avis, est cette idée qu'en général les médecins et les infirmières connaissent les plus récentes techniques et les nouveaux médicaments pour soulager la douleur et les symptômes, mais ce n'est pas le cas. Quatrième illusion, que les médecins on arrive à 20 minutes, alors je veux juste vous indiquer qu'on est arrivé à 20 minutes déjà, alors si on peut aller vers la conclusion dans une couple de minutes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux arrêter? Vous pouvez continuer, mais on arrive déjà à 20 minutes est écoulées. Je dois conserver le temps pour une période d'échange avec les membres de la commission. Okay. La quatrième illusion, c'est que les médecins sont tous en contrôle des méthodes de communication avec des mourants, très douteux. Cinquième illusion, que l'euthanasie protégera des médecins contre des poursuites légales. Mais qu'est-ce qui arrive dans une famille si la famille est déchirée en 3 différents groupes et 2 de ces groupes sont absolument contre l'euthanasie qui était donnée à leur mère? C'est un peu illusoire d'imaginer que tout sera beau vis-à-vis des poursuites. Il y a une 6e illusion aussi au niveau des coûts de santé aux mourants qui peuvent trouver une légalisation de l'euthanasie très accommodante. Et une 7e, que nous resterons une société humaniste et une société de compassion si nous acceptons la légalisation de l'euthanasie. C'était des illusions rapidement. Je termine avec 2 impératifs et je laisse à côté le 2e qui est la nécessité d'élargir l'accès et de perfectionner la médecine palliative et les soins palliatifs et d'augmenter l'accès à ces soins et aussi d'augmenter le nombre de cours et de formation des médecins et des infirmières dans l'éthique clinique, dans l'éthique de soins palliatifs. Ça, c'était mon 2e impératif. Le premier, quand même, c'est qu'il faut changer la loi. C'est vrai qu'il y a des paragraphes du Code criminel du Canada qui a été promulgué alors que les technologies modernes de prolongation de vie n'étaient pas disponibles, ou encore que la médecine palliative n'était pas connue. Certaines sections du Code criminel placent les médecins devant un dilemme. Espérer que la loi telle qu'elle existe ne signifie pas actuellement ce qu'elle semble dire, et pratiquer la médecine dans les meilleurs intérêts des patients, ou accepter que la loi telle qu'elle est rédigée est non équivoque, et pratiquer alors une médecine dite défensive. La Commission de réforme du droit du Canada, en 1983, a suggéré des amendements à recommander que l'on ne légalise pas l'euthanasie et que l'on ne décriminalise pas le suicide assisté, mais que nous devons amender le Code criminel afin d'éliminer toute interprétation qui obligera des médecins à 3 choses. À poursuivre ou à entreprendre tout traitement médical à l'encontre des désirs exprimés par la personne à qui le traitement est destiné. Deuxièmement, à poursuivre ou à entreprendre tout traitement médical alors que du point de vue thérapeutique, un tel traitement n'est pas dans le meilleur intérêt de la personne à qui le traitement était destiné. Et dernièrement, l'interprétation qui obligera les médecins à s'abstenir d'offrir les soins et les traitements palliatifs ou encore les interrompre pour la seule raison que ces mesures pourront raccourcir l'espérance de vie de la personne à qui les soins palliatifs sont destinés.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On va période d'échange, 2 blocs de 15 minutes. Je vais commencer avec Monsieur le député de Marquette. Merci, Monsieur le Président. Alors, bienvenue, Monsieur Roy, aux travaux de cette commission parlementaire. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, oui? Non, je vous entends avec difficulté. Votre voix monte là-haut et ne descend pas, moi. Bon, alors je vais faire en sorte qu'elle redescende le plus rapidement possible. Un jour, je serai là-haut, bientôt, je ne sais pas quand, mais je ne suis pas rendu là encore. Le plus loin tard possible. Dans le fond, votre mémoire, le contenu de votre mémoire reprend à peu près tous les arguments que nous avons entendus ou lus comme étant un plaidoyer contre l'euthanasie et contre le suicide assisté. Et je me posais la question, est-ce que j'entre dans une discussion avec M. Roy où je tente de lui opposer les arguments des gens qui sont en faveur de la légalisation, et là je crains que je ne ferai pas beaucoup de progrès parce que les camps sont tellement polarisés. Mais il y a une chose cependant où on a eu beaucoup de témoignages de la part d'experts qui remettent en question, je pense, la notion de pente glissante que vous développez à la page 18 de votre mémoire, lorsque vous dites qu'il serait naïf de croire qu'une loi qui permettrait l'euthanasie ne conduirait pas à des abus inhumains, insensibles et intolérables. Alors, c'est un argument qu'on a entendu, l'argument de la pente glissante, mais on a entendu des témoignages d'experts universitaires qui m'apparaissaient très crédibles, dont hier le témoignage du professeur Dané, qui remet beaucoup en question cette théorie de la pente glissante. Et je me demandais si vous aviez des données empiriques pour un peu supporter votre thèse de la pente glissante. Vous avez cité page 18. Oui. C'est ça que vous avez dit? Oui. Page 18, vous l'évoquez également à la page 12, lorsque vous dites une modification de la loi interdisant l'euthanasie entraînera un changement sociétal profond et un écart significatif à la sagesse accumulée des générations, etc., etc. J'y voyais là l'argument de la pente glissante. Une fois qu'on ouvre, ce n'est plus contrôlable et les abus vont invariablement suivre. C'est pas certain. Il y a même des gens qui pensent que c'est même pas probable qu'une légalisation de l'euthanasie changera notre société d'une façon profonde. Je suis de cet avis. Je ne suis pas sûr du tout. Et je n'ai pas eu l'opportunité de vous rencontrer 3, 4, 5 différentes situations dans lesquelles j'étais impliqué, où j'ai dit oui, je suis contre l'égalisation de l'euthanasie, mais je peux comprendre ce soir pourquoi l'euthanasie m'apparaît pour cette personne ici peut-être la meilleure chose que je peux m'imaginer. J'étais déjà impliqué dans quelques cas, spécialement il y a un nombre d'années, quand le sida était mal contrôlé avec des médicaments. Bref histoire, un jeune homme, un grand informaticien, musicien, son sida était très avancé. Il savait maintenant que son système nerveux central a commencé d'être atteint. Et la dernière chose qu'il a voulu, il n'a pas voulu mourir, il a eu toutes sortes de projets dans sa tête, mais la dernière chose qu'il a voulu, c'est de mourir gaga, comme il l'a exprimé, inconscient, devant le miroir, etc. Même pas capable de connaître que c'est lui qui était devant le miroir. Alors il a organisé un souper pour tous ses amis, et un de ses amis était un médecin. Et le médecin m'a dit, David, je sais ce qu'il fait ce soir-là. Il a accumulé les médicaments et il veut
se auto-euthanasie ce soir, de faire de l'auto-euthanasie ou de se suicider, peu importe les mots. Il a dit, je dois arrêter ça, moi. Je dis, oui. Comment? Pourquoi? Mais premièrement, comment? Voulez-vous... ils ne correspondent pas aux critères de dépression du DSM-4. Tu ne peux pas engager un infirmier de 200 pieds, de 200 livres et 6 pieds 5, là, de la contrôler. Qu'est-ce que tu... Il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, wow, vous pouvez aller à cette souper et dire bye-bye avec les autres. Si tu penses que tu peux faire ça sans faire des choses stupides, autrement, rester à la maison. Il a resté à la maison et le dimanche matin, le jeune homme était mort, il a pris tous ses médicaments. Il était bouleversé après, le médecin, qui n'a pas eu le courage d'intervenir. J'ai dit, garde une minute là. Cet homme a aimé la vie, il n'a pas aimé la mort, mais il a voulu mourir d'une façon qui corresponde à sa dignité. Est-ce que tu penses pas qu'il a décédé d'une façon qui correspondait à son idée de son dignité? Est-ce que tu penses que s'il y a un Dieu, que cet Dieu l'accusera de voir rejeter la vie? Il n'a pas rejeté la vie, il a rejeté une certaine façon de mourir. Alors, cette petite histoire, je comprends, je ne vous donne pas des autres, je comprends cette situation-là, et c'est pour cette raison que j'ai ajouté dans ce mémoire une chose que je n'ai pas lue. Si vous me permettez, c'est quelques lignes seulement. Bien sûr, il n'y a pas de loi, même une loi prescrivant l'euthanasie, qui peut recouvrir l'infinie variété de situations humaines et l'infinie variété de souffrances humaines. Le maintien d'une loi interdisant l'euthanasie nécessitera que chacun de nous utilisions notre sens commun qui nous dit qu'une telle loi, dans cette situation, ne doit pas s'appliquer et ne doit pas s'appliquer avec sévérité et force. Il faut que nous soyons capables de comprendre que le législateur, devant un cas très concret, sera prêt à dire lui-même, lui, c'est mieux de garder cette loi, mais il ne faut jamais appliquer cette loi dans cette circonstance ici. J'ai fait une étude des cas de mercy killing dans les États-Unis dans les années 60, 70, 80. C'était frappant le nombre de cas. Ce n'étaient pas des médecins qui ont donné, disons-nous, l'euthanasie, c'était un membre de famille. Le nombre de cas où les jurys ont décidé aucune poursuite, aucun emprisonnement. Et nous avons ici, au Québec, plus spécifiquement à Montréal, il y a quelques années, des exemples très propres à nous, où les jurys ont eu le bon sens de ne pas appliquer la loi. Allez-vous, avec le cas que vous venez de décrire, allez-vous dans le même sens que le Collège des médecins qui nous disait dans leur mémoire qu'il y a quand même des situations exceptionnelles où la mort est imminente et inévitable, où il pourrait être approprié de vouloir écourter l'agonie du patient? C'est ce que nous demande le Collège des médecins. Vous parlez de la déclaration là, du Collège des médecins, non? Oui, résumé en cette phrase-là, des cas exceptionnels. Vous nous avez relaté un cas exceptionnel que vous avez vécu dans votre expérience. Je suis d'accord avec un très grand nombre de choses que le Collège a dit dans leur déclaration. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que l'administration de la mort, je ne parle pas là de médicaments qui peuvent même rendre le patient inconscient, en sommeil,
mais d'administration des médicaments dans les dosages qui peuvent produire un mort rapide, ou peut-être un peu plus hypocritement, je ne parle pas de collège, là, de rendre la mort lente, de donner un cathéter, et l'administration des médicaments qui provoquent la mort ne sera pas tout de suite, mais à travers 2, 3, 4 semaines. Et nous avons le sentiment que nous n'avons pas tué le patient, mais nous avons tué le patient. Alors, je ne suis pas d'accord avec le collège quand ils disent que dans des cas exceptionnels, ça doit être, le médecin doit être libre de donner la mort. En d'autres mots, l'euthanasie doit être un instrument de médecine palliative. Si je ne me trompe pas, c'est exactement ce qu'ils disent à un moment. On ne doit pas appartenir à tout l'instrumentarium de médecine palliative dans les cas exceptionnels. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas accepter qu'un tel avancement, si nous pouvons utiliser cette expression, sera fait sur un accord non législatif. Et le moment où vous voulez avoir une autorisation législative de donner au médecin une immunité en avance de l'acte de donner la mort, ce sera inévitable d'avoir toute une série de conditions, toute une série de vérifications. De simplement donner une immunité en avance, de dire, pas de problème, c'est une partie de médecine palliative. Si dans un cas exceptionnel, vous avez besoin de donner une mort, allez-y en avant. Ça doit être quand même un acte médical. Well, j'ai parlé, c'est anecdotal ce que je dis maintenant, ok? Il ne faut jamais ériger une anecdote dans un principe. J'ai parlé avec un médecin de 86 ans, il y a 3 semaines, à peu près 3 semaines. Après que nous avons eu une conférence dans l'Institut de gériatrie sur la déclaration du Collège des médecins. Il m'a dit, David, j'ai 86 ans et je commence à avoir peur. Je veux savoir que mon médecin et le médecin de ma femme et de mes enfants a une chose dans sa mission, c'est de soulager, de donner le confort, de supporter professionnellement moi, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être devant un médecin inquiète, est-ce qu'il est un de ces euthanasistes ou pas? Je veux savoir qu'il n'a rien à faire avec ça. Je veux savoir qu'il y a dans notre société un groupe de personnes professionnellement réalisées comme des personnes qui sont là pour guérir, soulager, conforter et jamais de tuer. C'est ce qu'il a dit. Ça m'a impressionné profondément. Cette idée, cette crainte, que peut-être c'est un médecin qui est peut-être allé en avant un peu trop vite avec cet dosage fort qui provoque ma mort quand je ne veux pas mourir. Ou, ça veut dire quand je veux mourir et pas être tué. Merci. Courte question, Madame la députée de Hall. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aurais aimé ça prendre un peu plus de temps parce que j'ai trouvé à la page 15 votre intervention au sujet de l'aptitude des médecins pour parler aux mourants, ce qui fait exactement une suite à ce que vous venez de mentionner. Très intéressante parce que vous disiez que l'art de la communication patient-médecin est très complexe et difficile. La communication entre un médecin et un patient qui est à la fin de sa vie est, je crois, au centre des soins de fin de vie. Cette communication est très importante. Par contre, puisque j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous entendre au sujet du testament de vie. Quand un médecin est devant la finalité ou devant le choix d'un patient qui est pas tout à fait en accord avec le sien,
qu'est-ce que vous pensez de ce dilemme, puisque vous en faites état à la page 15, là, du dilemme intérieur chez le médecin qui doit répondre à la demande du patient? Vous avez mentionné le testament de vie, le testament biologique, le testament de vie. Je pense que ça peut être un instrument qui aide beaucoup dans la prise de décision, spécialement pour l'arrêt des traitements de prolongation de vie dans les conditions où ça peut être assez relatif. Nous pouvons continuer, peut-être pas. Mais un testament de vie, des directions préparées en avance, peuvent être très, très utiles. Mais ce n'est pas une solution universelle. Parce que quand un tel testament est préparé, la personne n'est pas nécessairement capable de prévoir de grandes variétés de circonstances où il ne voulait peut-être pas que son testament sera mis en application ou en action. Deuxièmement, un testament, un exemple, il y a des moments où un exemple couvre plus. Cette femme de 65 ans avec une arthrite rhumatoïde était livrée aux salles d'urgence un samedi matin par ses deux fils. Les deux fils étaient là avec son passeport pour vérifier sa signature, avec une petite lettre de 5-6 lignes signée par elle disant « Je ne peux pas accepter la possibilité que je dois quitter ma maison et aller dans une institution de soins de longue durée. Je veux mettre fin à mes jours maintenant, aujourd'hui, samedi, pendant que je suis encore capable. » Alors, la lettre était en français très claire. Si ils osent me réanimer et s'ils ont de succès, il y aura une poursuite. Alors, une sorte d'instruction testament biologique un peu extrême, pas exactement en bonne forme comme tous les autres, mais les médecins ne savaient pas quoi faire. Un médecin a dit, nous sommes une salle d'urgence, notre devoir c'est de réanimer, réanimons-nous cette femme tout de suite. Si elle veut se tuer plus tard, elle peut essayer une autre fois. L'autre a dit, je ne peux pas faire ça. Absolument inhumain de faire une chose comme ça. Et il a, à mon avis, correctement, décidé de ne pas réanimer cette femme. Il a eu encore un peu de temps, peut-être, de le faire avec succès. Il a décidé de ne pas le faire. Alors, il y a des moments, et ce n'est pas exactement ce que vous avez présenté avec le testament biologique, mais il y a des moments où un testament biologique peut être loin d'être une solution, peut provoquer une division de points de vue parmi une équipe et même parmi les membres d'une famille. Peuvent, en autre mot, compliquer la prise de décision. Mais en général, je pense que ça peut être très, très utile, oui. Vous avez au moins un record, un document de la volonté de quelqu'un avant qu'elle ou il tombe gravement malade et ou inconscient. Merci beaucoup, Madame la députée de Joliette. Merci beaucoup, Monsieur Roy, pour une présentation fort étoffée. Effectivement, je suis un peu dans la même situation que mon collègue, c'est-à-dire que depuis le début des auditions, on a eu beaucoup de présentations très pour, très contre, et on se fait souvent l'avocat du diable. Alors, souvent, on pose les mêmes questions, mais je pense que c'est important pour notre compréhension et des fois des éclaircissements à la marge. Et vous venez d'ailleurs d'en apporter des intéressants. Alors, je voudrais, moi, aborder la question des craintes. Et la place que nous, comme législateurs, on doit donner à l'expression de ces craintes-là réelles ou potentielles. Et avec l'exemple que vous avez donné de cet homme de 86 ans qui avait une crainte d'être face à un médecin qui pourrait forcer la dose ou tout ça, je veux vous amener sur le fait que, en me faisant un peu l'avocat du diable, ces craintes-là sont exprimées dans le système actuel.
alors que l'euthanasie n'est pas légalisée, ce qui, pour certains, voudrait dire que ces craintes-là existent quand même déjà. Et certains nous disent même, hier on a eu plusieurs de témoignages à cet effet-là, notamment professeur Dani Dalhousie, que l'état actuel des choses fait en sorte qu'il n'y a pas de balise, justement, et qu'il n'y a pas de contrôle sur l'action de médecins qui pourraient, oui, augmenter les doses ou donner peut-être un coup de pouce qui ne serait pas voulu par la personne. Donc, compte tenu du fait que ces craintes-là existent déjà à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et aussi, vous voyez le testament biologique, quelqu'un pourrait avoir ces mêmes craintes de dire, dans l'état actuel des choses, comment ça se fait qu'il y a encore des médecins qui ne donneraient pas préséance à mon testament biologique, vous avez référé, et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de médecins qui ont ce dilemme-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces craintes-là qui existent déjà à l'heure actuelle? Est-ce que l'idée de légiférer avec des balises pourrait ne pas être une bonne idée pour réduire les craintes? Et hier, on a eu une psycho-oncologue, Dr Annie Lemieux, de l'Hôtel-Dieu, qui, elle, disait que c'était pas la raison pour légiférer pour l'euthanasie, mais qui disait qu'on avait découvert, en quelque sorte, un effet collatéral positif en Oregon, notamment, puis aux Pays-Bas, depuis qu'on a légiféré sur la communication par patient-médecin. Du fait que cette réalité-là est dans les airs, que ça avait amélioré beaucoup la communication et qu'il en résultait un très petit nombre de cas, effectivement, de demandes, mais que ça avait peut-être aidé à vraiment préciser les volontés de la personne pendant le cheminement thérapeutique. Madame, vous avez ouvert le pod pour une colloque. Un commentaire ne peut pas être compréhensif sur cette question de crainte. Crainte, numéro 1, basée sur un nombre de choses que j'ai vues. Il y a quelqu'un qui a cité que la communication avec un patient et médecin, vous avez aussi cité, est complexe. Well, j'ai craint que très, très souvent, c'est pas complexe du tout. C'est très simple. Le médecin entre, donne la prescription, regarde le patient, c'est l'infirmière qui est laissée avec la communication. Très, très simple, cette communication-là. Ce sera beau. Oh boy, ce sera beau. Si ce même médecin a l'autorisation de donner l'euthanasie, non? Parle pas au patient. J'exagère pas là. L'autre côté de la médaille, il y a des médecins femmes, hommes médecins, qui sont incroyablement humains, sensibles. J'ai vu ça une fois, une femme médecin qui a réussi avec un jeune homme qui a voulu l'euthanasie, la mort tout de suite. Moi, j'étais complètement incapable à bouger une de ses idées. Cette femme médecin, après 4 heures et demie avec lui, est devenue sa mère, sa sœur, son ami, parce que le jeune homme qui était homosexuel, sidéen, était rejeté par sa mère, rejeté par sa sœur. L'hôpital a voulu qu'il reçoive sa congé parce que c'est pas une unité de soins palliatifs ici. Il était tout conscient d'être rejeté partout. Cet médecin a ancré dans sa vie. J'ai vu un nombre d'autres exemples, mais rarement un exemple si frappant d'un médecin qui a pris 4 heures, imaginez-vous, 4 heures d'entrer dans la vie de quelqu'un qui a décédé inévitablement 3 jours plus tard, mais a décidé avec paix. J'ai crainte que de moins en moins, nous avons des médecins prêts, capables, ou qui ont le temps, même s'ils sont prêts, et même s'ils sont capables de faire des gestes très humains comme ça. J'ai peur de moins en moins, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas le temps. Le temps étant une des grandes ressources. J'ai crainte aussi, il y a des craintes aussi que les médecins ne reconnaissent pas ou ne sont pas prêts à respecter les demandes de quelqu'un quand cette demande va à l'encontre de la conscience personnelle d'un médecin. Et là, j'ai troisième crainte,
J'ai craint qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation très concrète, pas des grandes conférences magistrales à l'université, mais des sessions de formation données en grande partie par les médecins eux-mêmes aux jeunes médecins, par les infirmières aux jeunes infirmiers et jeunes infirmières, qu'il y aura le développement d'une culture, d'une tradition de communication avec des patients, spécialement avec des mourants, avec des personnes qui sont organisantes. Quatrièmement, une autre crainte, pas au niveau de médecins individuels et patients maintenant, mais au niveau d'une société. C'est très difficile de prendre l'argument que nous devons avoir peur ou crainte que l'égalisation de l'euthanasie sera suivie après quelques années par une acceptation, sinon légalisation de l'euthanasie involontaire, que sera suivie par l'acceptation de donner l'aide au suicide à des personnes qui sont dépressives et très difficiles à traiter. Je laisse à côté la question de devons-nous toujours empêcher chaque instance d'idées suicidaires. Je laisse cette question ouverte. C'est complexe. Je connais très peu d'absolus sur cette planète. Même pas les lois de physique qui ont des exceptions. Mais j'ai crainte quand même. En Allemagne, je sais que vous avez entendu ça de nombreuses fois, mais je répète. En Allemagne, à la fin des années 20, avant l'arrivée d'Hitler en pouvoir, il y a eu des juristes, des psychiatres, des médecins d'incroyablement haute qualité. Le pays de Goethe, de Beethoven, de Bach, bla bla bla. Et dans l'espace, c'était la réunion au sud d'Allemagne en 27-28, tout en faveur de l'euthanasie. L'autorisation de détruire les vies qui n'ont plus de valeur, c'était le titre de cette présentation. Et 35, même pas, 25 ans plus tard, il y a eu des applications des idées qui étaient originellement très nobles, conçues avec des très bonnes intentions. La crainte que j'ai, c'est Edgar Morin, dans son livre La vie de la vie, son série de 5 volumes maintenant, Sociologie de connaissance, quand il a dit dans un de ses volumes, volume 2, si je ne me trompe pas, l'action se distancier de l'acteur. Nous commençons quelque chose avec des très bonnes intentions, avec des projets devant nous très clairs, très précis, et lentement, nous perdrons complètement contrôle sur cette action que nous avons initiée, qui est reprise par d'autres personnes maintenant avec d'autres idéologies, avec moins de contraintes, avec moins de peur. Alors, je m'excuse, ma commentaire sur votre question cruciale sur les craintes est trop court et peut-être pas suffisamment clair, mais j'arrête là. Merci, c'était quand même clair. Deuxième question sur un tout autre sujet. Tantôt, vous avez fait une affirmation intéressante et c'est une première. Vous avez dit, en fait, que plutôt que de légiférer, il pourrait être plus approprié de faire en sorte que la loi ne s'applique pas dans certains cas à la lumière de l'exemple que vous avez donné. Les juristes vous diraient, et hier on en a entendu quelques-uns, pour qui le décalage qui peut exister entre le droit formel et l'application et la jurisprudence cause un problème. Dans le sens que, un peu comme vous, ils nous ont fait la nomenclature des décisions en disant qu'en fait, le code criminel était à peu près pas appliqué, les sentences étaient vraiment minimales. Quand il y avait des sentences, même souvent, il n'y avait pas de poursuite, bon, tout ça. Donc ça, c'est l'argument, je dirais, juridique du décalage qui dérange les juristes. Moi, j'ai plus une autre préoccupation par rapport à une approche comme ça, parce que je pense que nous, il faut se la poser aussi, de savoir si ça pourrait être une approche légitime. C'est la question d'équité. C'est-à-dire que, à partir du moment où on décide a posteriori de comment on va traiter un cas, ça veut dire que si quelqu'un est dans une situation intolérable
et qu'elle a en quelque sorte la chance d'avoir quelqu'un bienveillant qui va l'aider malgré les interdictions de la loi, elle a en quelque sorte un privilège qu'une autre personne qui n'a pas autour d'elle quelqu'un qui serait prêt à défier la loi parce qu'elle aurait trop crainte d'éventuelles conséquences légales, n'aurait pas accès à ce privilège. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette idée-là d'équité si on appliquait une telle recommandation? J'ai obtenu cette idée, la dernière 2-3 lignes là de page 19. J'étais motivé par un texte de juriste belge, Chaim Perelman était un grand juriste belge. Et dans un de ses chapitres sur un livre traduit en anglais qui traitait les questions de justice, il a traité la question de l'euthanasie et il a cité le concept de fiction juridique, que nous pouvons avoir une loi qui largement est humaine et juste, mais qu'il y a des situations qui tombent hors de cette loi-là. Ça veut dire qu'ils sont si différents que ce que le législateur a prévu, si complexes que les jurys peuvent utiliser une fiction en décidant de ne pas caractériser un geste quelconque comme un geste d'homicide. J'ai cité, sans citer les noms, un exemple de Montréal, il y a peut-être 2-3 ans, le maire d'un artiste très bien connu au Québec a aidé son fils à mourir. Et il y a eu d'autres exemples à différentes provinces du Canada. La chose qui m'a frappé, avec ou sans justice, comment ces jurys ont traité les personnes en question d'une façon très différente que M. Latimer était traité si je ne me trompe pas, en Saskatchewan, je pense qu'il était en Saskatchewan. Si je ne me trompe pas, il est sinon encore en prison, il est halfway house. Et la réflexion que j'ai en écoutant votre question, présumant que j'ai bien compris exactement ce que vous avez voulu dire, la réflexion qui vient à mon esprit, comment, ça veut dire, d'être heureux que nous avons des instances, des groupes de personnes humaines dans un jury, par exemple, qui sont capables de voir à travers les mensonges, à travers les manipulations à laquelle ils sont peut-être assujettis, et de voir clairement ce que le bon sens humain demande dans une situation très spécifique et très exceptionnelle. Ça me réconforte énormément que nous avons cette sagesse vivante dans nos communautés et que, stimulés par une question et un problème devant lequel ils se trouvent, vous verrez une expression de cette sagesse et une expression très différenciée d'une situation à l'autre. Alors, c'est le contraire des craintes que j'ai à discuter il y a quelques minutes. Sur ça, il me reste à dire merci beaucoup, M. Roy, pour votre contribution à notre réflexion. Je vais suspendre très rapidement et je vais demander au Dr. Hubert Marcoux de prendre place à la table des témoins.